Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission Tac au Tac. Ce soir, je reçois pour vous Monsieur Corneille Mulumba avec qui nous allons passer en revue l'actualité et de l'heure. Monsieur Corneille Mulumba, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir, bien que ça fait longtemps. Bonsoir, après l'élection présidentielle, législative, les élections de l'année passée, vous étiez candidat député national. Mais je n'ai pas eu une machine, on ne dit pas malheureux. Je dis le candidat qui n'a pas eu sa machine à voter. Parce que les autres ont eu le privilège d'avoir. Ces élections, madame, il n'y a pas eu, pas une, pas deux, mais des centaines de machines à voter dans toutes les provinces. Interrogeons-nous qui les a financées. Parce que ceux qui les ont financés ont leurs députés au sein de l'Assemblée nationale. Vous comprenez que notre Assemblée nationale, elle est quelque part piégée. Mais oui, puisque non seulement à ce niveau, mais les mêmes machines ont voté les députés provinciaux. Et les députés provinciaux ont voté les sénateurs, ont élu les sénateurs. Nos institutions sont mal barrées, comme on dit. Ah, bien. Alors, ce soir, je vous reçois, puisque vous êtes un des pionniers de l'UDPS. Vous dites toujours appartenir à l'UDPS jusqu'à maintenant. Lorsque vous regardez la crise que traverse le parti actuellement, quelle idée vous vient en tête? Je ne me dis pas de l'UDPS, je suis de l'UDPS. L'UDPS est un parti politique, un parti a une idéologie. Vous êtes toujours de l'UDPS? Un parti a une idéologie, a des valeurs. Et ce sont cette idéologie que j'ai contribué à peaufiner. Comme vous savez, le logo de l'UDPS, c'est moi qui ai conçu ça. Alors, et des valeurs. Pour ces valeurs-là, qui sont essentielles pour notre pays, je continue à me battre. Donc, pour ça, je suis de l'UDPS. J'aurais voulu que ceux qui exercent, qui dirigent le parti, soient aussi de l'UDPS, soient aussi acquis à ces valeurs. Mais quand vous allumez votre télévision, c'est 150 millions partis par là, 300 par ici, 50 par là, et personne n'est en prison, vous comprenez que quelque part, il y a là les valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus qui ne sont pas respectées. Et donc, aujourd'hui, avec ce qui se passe... Quelle idée vous vient en tête? Est-ce que c'est la tête d'Augustin Kabouya qui l'on n'en veut plus? Non, je pense que le mal est beaucoup plus profond que ça. Le mal... C'est un cancer, madame, que l'UDPS connaît. Et quand il y a un cancer, il faut un autre type de traitement. Ce n'est pas des aspirines qu'on donne. L'UDPS a été reconnu officiellement en 1990, n'est-ce pas? Après le discours de Mobutu du 24 avril 1990. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais tenu un vrai congrès. Mais si vous ne tenez pas de congrès, encore vous êtes un parti politique. C'est comme ça que vous avez des UDPS, c'est que des UDPS Kibasa, UDPS Moubaka, UDPS ici. Parce qu'on ne sait pas, c'est la conséquence de l'intolérance. Parce que s'il y a un congrès, il y a des bas de membres. L'UDPS c'est un parti politique dont les associés sont les membres, qui sont les propriétaires du parti. Ce sont eux qui désignent des dirigeants. Mais s'ils ne désignent pas les dirigeants, alors qui désigne les dirigeants? Et ceux qui désignent les dirigeants, les Kabouya ou les Kaboum de tous les autres, ces gens-là, quelque part, sont en parallèle des valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus. Donc pour moi, ça fait très mal de voir tout ce monde faire ça. Vous dites qu'il n'y a jamais eu congrès, mais il y a eu congrès. J'ai reçu un cadre de l'UDPS ici qui a dit qu'il y a eu un congrès l'année passée, il y a 11 mois de cela, en Gandayala. Oui, parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un congrès. Il y avait tout le cadre de l'UDPS, il y avait même été une Longondo qui était là. Et il y a eu des résolutions, tout ça. Oui, madame, c'est parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un congrès. Vous comprenez? Quand il dit ça, qu'il y a eu congrès, en Gandayala, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un congrès. Un congrès d'un parti politique, c'est la structure suprême du parti. Sont là les délégués des fédérations, les délégués des cellules, de tout ce monde, envoyés librement par leur base. Et on se retrouve, chacun, on vient avec des idées pour notre parti. Pour notre parti, on fait quoi? On décide, on peut modifier les statuts, on peut
désigner des dirigeants, on peut les remplacer. Les gens décident. Mais ici, en Gandayala, madame, on dit, voilà, toi tu viens, toi tu ne peux pas venir. Toi tu viens, toi tu ne peux pas venir. Ah, c'était comme ça, on a Mais sélectionné oui, les gens. mais c'est ça. C'était pas tout le monde. Non, et on décide deux choses, tel est le président, tel est notre candidat pour les élections. Un point, un trait. Est-ce que l'UDPS, est-ce que vous dites, vous parlez au nom de l'UDPS, vous dites que vous êtes toujours cadre de l'UDPS. Est-ce que l'UDPS vous reconnaît toujours comme un de ses membres? Mais l'UDPS n'a pas à reconnaître, on dit à l'UDPS, on dit ceci, dans le statut. L'adhésion est libre, le retrait est libre aussi. Je ne me suis pas retiré, donc je suis de l'UDPS. Simplement, la différence entre nous et eux, quand on commençait cette action de l'UDPS, madame, eux, ils portent encore des couches culottes. Ça, c'est une première chose. Donc, quelque part, ils ne connaissent pas les valeurs pour lesquelles nous nous sommes engagés. Vous voyez, l'UDPS, madame, il n'y a aucun parti politique en RDC qui est l'équivalent de l'UDPS. Du fait de notre engagement, d'avoir accepté les sacrifices pour que les choses changent dans ce pays. On a tué, on a torturé, on a blessé, on a fait tout. Mais nous avons continué, nous avons affronté. Jusqu'au jour où le président Mobutu lui-même dit un jour, voilà, dans ce pays, il y a un deuxième parti politique qui s'appelle l'UDPS et le monde entier a reconnu ça. Vous comprenez, nous n'étions pas riches, nous ne faisions pas de l'argent, mais il y avait un discours, il y avait un engagement. Et nous sommes parvenus, madame, à être présents dans tous les coins de ce pays. C'est ça le travail que nous avons fait. Être présents dans tous les coins de ce pays sans rien. Rien que par notre conviction et par l'exemple que nous avons donné de combat politique. C'est ça le problème. Alors maintenant, qui va me poser la question de m'accepter? Qui va m'accepter? Kabouya, qu'est-ce qui peut se poser le problème? Ou peut se poser le problème de m'accepter? Tous, je les ai vus venir à l'UDPS. Je dis bien que quand nous commençons le combat en 1980... À l'UDPS, donc, vous pouvez quitter un peu momentanément le parti, aller se retrouver au pouvoir et puis après revenir aussi. Quand ça ne va pas là-bas, vous rentrez à la maison. Non, c'est pas ça. C'est ce qui s'est passé avec vous. Non, non. J'ai dit ici fondamentalement, j'ai dit, depuis 1990, il n'y a pas eu de congrès. Alors, vous me voyez, moi, m'étant librement engagé, ayant accepté de me priver de beaucoup de choses, de priver mes enfants de tout, pour être là pour répondre au claquement des doigts d'un tel ou d'un tel, pas question. Donc, ça veut dire que si vous ne faites pas de congrès, pas de conclave, pas de séminaire, vous ne faites rien, alors il n'y a pas harmonisation. Alors c'est celui qui pense être le plus fort qui veut imposer sa volonté. C'est comme ça que nous avons tous cet éclatement des UDPS à gauche à droite. Il suffisait simplement qu'il y ait dialogue dans le cadre du parti pour qu'il n'y ait pas tout ça. Parce qu'une majorité, quand elle est gagnée, si votre point de vue est majoritaire, tout le monde s'incline. Mais il y a eu un dialogue aujourd'hui, non? Nous sommes mardi 23, il y a eu une réunion, je ne sais pas, avec tous les anciens, les pionniers et tout ça de l'UDPS, hein, au stade là, vers mai, stade vers mai. Je ne sais pas si vous étiez invité. Non, madame, j'ai dit ceci. Tout ça, c'est une perte de temps et d'énergie. L'UDPS est profondément malade. L'UDPS est profondément malade. L'UDPS a besoin d'un traitement de choc. Donc, depuis 90, comme vous dites là, comme on n'a jamais organisé mais oui. Pourquoi? Des congrès, des séminaires, rien du tout. Mais c'est normal, puisque comment voulez-vous... Vous savez que des gens, plein de monde, hein, les Minaku, les Chadari, les Eva Bazaïba et compagnie, sont des gens qui étaient à l'UDPS, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui étaient à l'UDPS, il y en a plein. L'UDPS, c'est le parti mère, je peux dire ainsi. Mais si vous ne permettez pas le débat, si vous ne vous ouvrez pas à ce que les gens puissent donner leur point de vue, que vous puissiez être mis en minorité, et parce que vous êtes plus populaire, vous avez plus de biceps, vous voulez imposer votre volonté, alors ceux qui sont plus fragiles s'en vont, d'autres, par engagement, restent et disent non. L'UDPS, c'est le seul parti qui n'a pas de propriétaire. Même peut aller en prison pendant 10 ans, il est toujours le président. Il n'y a pas de propriétaire. Hein? S'il vous plaît? L'UDPS, il n'y a pas de propriétaire. Mais les propriétaires de l'UDPS sont les membres, madame. Je dis, c'est qui? Ce n'est pas Maman Marthe, ce n'est pas Etienne Tshisekedi, ce n'est pas... Absolument pas. Absolument pas. L'UDPS a été créé, madame, faut-il le rappeler, par bien sûr le groupe de 13 parlementaires, auxquels s'est ajouté beaucoup d'autres personnalités, comme les Liaou, comme les Birindois, comme j'en passe, qui ont pris le courage politique en 1982 de signer
la lettre portant création du parti, de notre parti. Et à ce moment-là, nous sommes dans le parti État. Toi tu es qui toi, sur le MPR parti État pour dire que j'ai créé mon parti. Et ils l'ont fait. Ils ont été arrêtés, ils n'ont pas relâché, ils ont été relâchés, arrêtés de nouveau, relâchés, ainsi de suite. Ils ont continué. Ce sont ces gens-là. Et tous ceux qui ont tourné autour, qui ont mené ce combat, dont nous autres et tout ça. Donc, ça veut dire que notre souci, nous sommes malheureux de voir comment on est en train de détruire l'œuvre pour laquelle nous avons tout donné, l'œuvre pour laquelle des milliers et des milliers de Congolais ont été tués dans ce pays, ont été torturés dans ce pays. Pourquoi est-ce que, puisque nous sommes battus pour la démocratie, le parti est reconnu, la liberté est là. Mais vous faites un congrès, vous vous retrouvez, vous ne jouez pas au biceps, vous vous retrouvez. Maintenant, nous faisons quoi de notre parti? Tout le monde s'attendait à ce que Félix est devenu président le soir de son élection, qui batte un peu le rappel des troupes. Bon, camarades, voilà, maintenant je suis président de la République, on fait quoi? Et à ce moment-là, les uns les autres, pourtant, on allait apporter, il faut me dire, bon, retirez-vous pendant même une semaine ou 10 jours et apportez-moi des solutions, des voies. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a appelé des gens en qui lui avait confiance pour constituer son cabinet. Observez le cabinet du président, le premier cabinet. Qui était de l'UDPS là? Ah, rien. Maintenant, deuxième cabinet, la même chose. Il a nommé directeur M. Kinzo. Kinzo, un directeur de cabinet, c'est votre cerveau, c'est votre... il n'est pas de l'UDPS. Il n'est pas de l'UDPS. Comment voulez-vous aller prendre quelqu'un qui n'est pas de l'UDPS comme directeur de cabinet? C'est un message. Un message pour dire que vos histoires de l'UDPS là, moi je n'ai que faire de ça. Alors à partir de ce moment-là, il est aujourd'hui président de la République, donc il n'est plus vraiment engagé dans les partis. Il est président de tout le monde aujourd'hui. Voilà. Il est président de tout le monde. Et c'est pourquoi Augustin Kabouya est devenu président. Non, maman. Il est président de tout le monde. La loi lui interdit d'avoir des fonctions au sein du parti. Oui. Mais ça, la loi ne l'interdit pas d'être membre du parti. Si la loi ne l'interdit pas de rencontrer les membres de son parti, une des statuts n'a vu que d'avoir des fonctions. Vous parlez de ce que Kabouya est devenu. Kabouya est devenu secrétaire général comment? Par quel miracle? Est-ce que vous, sincèrement, est-ce que vous voyez l'UDPS, avec toutes les têtes pensant de l'UDPS, avec toutes ces grandes personnalités, réunies dans le cadre d'un congrès ou quoi, et de Kabouya et Augustin comme leur chef, comme secrétaire général? C'est impensable. Et Kabouya, ce n'est pas une tête pensante? Mais la question pouvait se poser avant. Kabouya ne mérite pas. La question Il a beaucoup travaillé la question pouvait se poser avant. Mais pas aujourd'hui, après toutes ces années de secrétaire général. Avez-vous jamais eu une seule fois une émission sur le pays avec Augustin Kabouya, sur son avenir, sur la gestion, sur les enjeux nationaux, sur les enjeux internationaux? Vous avez eu une seule fois? Jamais. Je suppose. Je ne dirai pas en votre place pour ne pas vous embarrasser. Jamais. Parce qu'il n'est pas là. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Le Congo, c'est un pays sur lequel toute l'Afrique compte. Donc, ce pays-là, et dans ce pays, on a besoin d'avoir des partis politiques puissants, forts, organisés. N'est-ce pas? Pour défendre les intérêts du peuple. Mais si vous bazardez le seul parti qui peut se revendiquer, vous l'espérez quoi? Bien, oui, allez-y. Non, je veux dire seulement que non, c'est mon militant. Dans un parti politique, il y a du tout. Vous avez des professeurs d'université, vous avez des avocats généraux, vous avez des chauffeurs de taxi, vous avez des balayeurs. Nous sommes tous membres et nous nous appelons tous camarades. Maintenant, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça qui permet qu'on puisse faire des choses. Alors je pense sincèrement que Augustin Kabouya n'est pas à sa place comme secrétaire général. D'où question, qui l'a mis là et pourquoi? Parce que ce n'était pas, comment dirais-je, c'était pas logique. Ces affaires de l'UDPS, Tshisekedi et tout ça. Quand vous parlez de l'UDPS, Tshisekedi, ça veut dire que c'est une UDPS où c'est la famille biologique de Tshisekedi qui décide. À ce moment-là, où est encore le parti? Alors c'est pour ça que moi je suis à l'époque, je dis non, attendez, le train a déraillé à l'UDPS.
revenons les trains sur les rails pour que le parti joue son rôle. Aujourd'hui, plus que jamais, le pays a besoin de l'UDPS. Bien, alors si on vous demande de donner un conseil pour résoudre cette crise, par quoi commenceriez-vous? Non, je pense que la seule possibilité aujourd'hui, puisque les statuts... Parce que j'ai lu votre tribune là. Oui, parce que les statuts ont été systématiquement violés. Vous avez fait quelques propositions? Oui, les statuts ont été systématiquement violés, personne ne les respecte. On a des UDPS à gauche, à droite, et ceci décide, les frères décident, les parents décident, et ainsi de suite. Je pense qu'au nom de tous les nôtres, la seule possibilité aujourd'hui, c'est un congrès de refondation. Pourquoi un congrès de refondation? Parce que nous devons nous retrouver, repenser le parti, adapter repenser le parti, adapter nos statuts, doter le parti des bureaux politiques à la hauteur des enjeux, composés de personnalités expérimentées, suffisamment matures, idéologiquement armées, qui peuvent comprendre les enjeux du pays et les enjeux de l'Afrique et qui peuvent voir comment nous pouvons sortir notre pays de là. Il y a la guerre à l'Est et il y a la situation économique et sociale. Les deux fronts ici nécessitent d'avoir un parti politique suffisamment fort qui peut mobiliser tous les Congolais aux quatre coins du pays. Et alors, la guerre là peut se terminer sans qu'on ait à tirer un seul coup de feu. Je veux dire, nous sommes à Kinshasa, plus ou moins 15 millions d'habitants. Le jour où 10% de cette population descendra dans la rue, c'est-à-dire plus ou moins 1 million et demi de Congolais, je vous assure que ce serait un message très fort envoyé au monde. Et pour faire ça, il faut être capable, un parti capable de mobiliser. Quel est le parti, à vos yeux, ici à Kinshasa, qui pouvait faire ça? L'UDPS a montré qu'il pouvait le faire, mobiliser aux quatre coins du pays. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, on a discrédité l'UDPS, on a dévalué l'UDPS. Il faut rebâtir ça, il faut rebâtir la confiance pour qu'on soit en mesure de mobiliser. La même chose sur le plan économique et social. Sur le plan économique, il y a des mesures à prendre, des réformes auxquelles il faut procéder qui feront que le pays va se doter le moyen de faire du social. Mais ces réformes, ceux qui ont intérêt à nous maintenir le nez sous l'eau, ne vont pas les laisser faire. Donc il faut encore une fois une organisation politique suffisamment forte comme l'UDPS pour pouvoir faire, comment dirais-je, soutenir le président. Moi je pense que le chef de l'État il est comme ça. Il y a des pressions qui viennent de l'extérieur. S'il n'y a pas de pression qui vient de l'intérieur pour redresser, alors c'est l'extérieur qui va imposer sa volonté. Lorsque l'extérieur impose sa volonté, c'est pour ses intérêts, pas pour les nôtres. Donc, en interne, il faut que nous puissions redresser. Et là, le président a commis l'erreur de vouloir bâtir sur l'union sacrée au lieu de s'investir pour remettre l'UDPS debout. Parce que son parti, c'est l'UDPS, c'est pas l'union sacrée. L'union sacrée n'a pas de programme. L'union sacrée, là-bas aussi, ça brûle. Hein. Il y a trop de mécontents, des frustrés. Non, mais il y a la crise au sein de l'UDPS, l'union sacrée, ça ne va pas, guerre dans l'Est, mais finalement, comment le président va le problème est celui-ci. Quand on fait une coalition, c'est autour, généralement, d'un programme. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour notre pays? Sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan infrastructure, ainsi de suite. Mais si l'union sacrée, ce n'est pas comme ça. Les gens viennent donner leur nom. Moi, j'entre dans l'union sacrée. Alors, quand on vient comme ça, c'est parce qu'on a un bénéfice, on espère tirer un bénéfice. Et quand on n'a pas ce bénéfice-là, ça se passe comme ça. À l'UDPS, je n'ai pas de fonction officielle. Mais on est toujours là, depuis des années. Pourquoi? Parce que le problème, ce qui m'attire, ce n'est pas les fonctions. Ce qui m'attire, c'est pas... C'est pas les fonctions qui vous attirent. C'est pas ça que je suis conduit. Je suis attiré par ce que... Qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer? Parce que j'ai cette conviction qu'en RDC, on n'a pas à manger le Thompson matin, midi et soir. On n'a pas à manger de cuisses de poulet importées. On a tout ici, mais on ne mange pas. Voilà, exactement. Alors la question, c'est pourquoi? Les sociales, la question, c'est pourquoi? Comment voulez-vous avoir des chômeurs et l'autre côté, on ne produit rien, on importe. Mais si les chômeurs produisent, on ne va plus importer, n'est-ce pas? C'est le jeu, c'est le bon sens. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans un pays comme le nôtre, la RDC, le grand pays où on vante les potentialités agro-pastorales, que dans ce pays-là, on n'a pas une seule banque de crédit agricole? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a aucun sens. Et nous avons le président
l'ancien président du Sénat, M. Bati, qui était lui-même DG de la Banque de Crédit Agricole qui existait dans ce pays. Il a là tous les pouvoirs, tous les moyens, et il ne le fait pas. Alors, on n'a pas une seule banque congolaise. Comment voulez-vous donner du travail? Comment voulez-vous donner du crédit? Toutes les banques sont étrangères, c'est-à-dire qu'elles sont là pour pomper. Oui. Et nous faisons quoi? Donc, je veux dire que l'UDPS aurait pu s'imposer, soutenir le président, soutenir le gouvernement, faire pression sur le gouvernement pour que ceci ait lieu. Et c'est encore possible. C'est pour ça que moi je dis que le congrès de refondation va permettre de remettre l'UDPS à sa place. Ce congrès-là, c'est avec vous, les pionniers, avec tous les anciens, tout ça. Le congrès de refondation, on a les fondateurs, on a les cofondateurs, on a tous ces... Les fondateurs, les cofondateurs, là, ils sont vivants, ils sont parmi nous. Maintenant, beaucoup sont morts, mais d'autres sont encore là. Au niveau des 13 parlementaires. Et ceux qui sont restés. Oui, au niveau des 13 parlementaires, il y en a 4. Et les cofondateurs, nous sommes là, nous sommes aussi encore. Mais vous ne trouvez pas que, M. Cornet, vous êtes un peu nostalgique quand vous citez les noms des anciens qui n'ont plus d'influence sur le parti? Non, ce n'est pas l'influence. C'est-à-dire que vous avez... Pourquoi je parle d'eux? Je n'aime pas dire que c'est eux qui vont. Je veux dire que les 13 parlementaires ont une certaine légitimité historique. Personne ne peut les contester. Et pourquoi les impliquer dans la résolution de la crise? Non, parce qu'ils n'ont plus d'influence sur les partis. Est-ce qu'on va les écouter? Ils n'ont pas l'influence. C'est comme vous, par exemple, parce que vous avez encore de l'influence au niveau du parti. La preuve que vous m'invitez. Oui, c'est quoi l'influence? Ce n'est pas le fait de mobiliser des gens alimenter ou quoi que ce soit. C'est pas ça le problème. L'influence, c'est en termes d'idées. Mais là, maintenant, on voit Eteni Longondo, on voit Jekobeya, on voit Kabuya, tout ça. Hein, ce sont eux qui ont un peu de l'influence. Madame, vous prenez, vous achetez votre camion, vous transportez les gens. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas un permis, vous le mettez au volant. Votre camion ne fera pas long feu. Donc, on peut toujours devenir secrétaire général. La question, on en est où là? On en est où maintenant? Est-ce que aujourd'hui, le secrétaire général de l'UDPS est capable de mobiliser aux 4 coins du pays? Mais c'est ça le problème. Donc la question, c'est, on est là pour faire quoi? Il faut des structures. Il faut un bureau politique où des personnes, vous les mettez face à vous sur les enjeux économiques, politiques, sécuritaires, sociaux, où vous pouvez parler. Il y a des idées. Donc on met ensemble les idées. Madame, on dit que voilà, le Rwanda ne fait la guerre. Comme on te dit, mais le Rwanda ne fait pas la guerre, les gens ne me comprennent pas. Je leur dis ceci. Vous avez à la tête du Rwanda des mercenaires, à la tête desquels se trouve Paul Kagame, qui a été formé par les Américains, équipé et financé par les Américains. Et le gouvernement rwandais, près de la moitié de son budget, vient de l'extérieur, n'est-ce pas? Et l'autre moitié, c'est ce qui pille chez nous. Alors, quand vous devez faire la guerre, vous devez identifier l'ennemi. Qui est l'ennemi? Quand vous avez identifié votre ennemi, alors vous vous interrogez sur quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Et alors, et surtout a-t-il un talon d'Achille? Quand vous avez compris ça, alors vous pouvez faire la guerre à n'importe qui. Les Américains, les Occidentaux font la guerre, oui c'est vrai, mais ils ont besoin de nos minerais. Nous pouvons les mettre devant un choix. Écoutez, ou bien vous allez acheter du thé au Rwanda, mais pour nos minerais, en tout cas, nous on exploite le minerai, on ferme, on suspend nos mines, on n'a pas besoin de vos dollars, on va manger les bites écoutées, le matembele. On va s'adresser aux Congolais pour dire que Congolais, acceptez qu'on mange des matembele et des nunda pendant un certain temps, si l'aboutissement de ça c'est notre libération. Parce que eux, quand il n'y a pas, n'ont pas les minéraux, les usines vont fermer chez eux et la population chez eux va se lever. Vous comprenez? Mais il faut un parti politique avec des cadres éduqués politiquement qui peuvent tenir un discours et envoyer au gouvernement, s'il vous plaît, des personnes qui ont un discours qui peuvent être crédibles. C'est tout le monde qui gagne, c'est le pays qui gagne. C'est le plan économique, la même chose. Pourquoi est-ce que nous utilisons le dollar en RDC? Nous avons l'hôtel de monnaie, nous avons des minéraux parmi les plus recherchés du monde pour soutenir notre monnaie. Alors, pour quelles raisons on a des chômeurs, mais on attend l'avoir des dollars pour les payer?
Ça n'a aucun sens. Nous avons un grand pays où on peut faire l'agriculture, on peut tout produire en RDC. Le plan agro-pastoral, tout, on a des étendues considérables. Mais tout ça, ça nécessite qu'on ait des partis politiques qui forment les cadres. C'est un problème de leadership, hein, des gouvernances. Mais c'est un problème de leadership. Oui. Mais c'est un problème de leadership parce que je suis convaincu que les choses ont repris notre tournure aussi. Le jour où il avait été élu la première fois, le président Tshisekedi avait réuni autour de lui les cadres de l'UDPS. Parce qu'eux savaient pourquoi ils s'étaient battus, pourquoi ils avaient accepté de prendre des risques. Joseph Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui. Et il avait certainement raison. Mais ces 15 personnes qui manquent à Kabila, on peut les compléter avec l'UDPS. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que vous devez avoir 10 diplômes, 10 doctorats. Mais une chose est d'avoir vos diplômes, la technicité. L'autre côté, d'être idéologiquement armé. C'est quand vous êtes idéologiquement armé que le jour où on vient vous proposer, voilà monsieur, madame, on veut avoir signé là, vous allez avoir une maison à Bruxelles, vous allez avoir à Paris, en Afrique du Sud, vous aurez autant de millions, vous aurez autant de millions. Et que vous dites, monsieur, votre argent, je n'en veux pas. Pour ça, il faut être formé idéologiquement. Et il faut avoir des valeurs pour dire non. Et avoir des valeurs. Oui. C'est ça le plus important. C'est que nous vivons aujourd'hui dans notre société, c'est l'inversion des valeurs. Ici, on vole. Il y a trop de détournements. C'est normal aujourd'hui. Et il n'y a personne qui est arrêté. Hein. Et on a vu d'autres, le dossier de forage. De forage lampadaire. Et la personne part le mettre dans les poches, va prendre son avion et part en Europe. Hein. Il dit qu'il va revenir pour affronter la justice. Oui, mais il est parti quoi? Pour planquer ou faire quoi? Il est parti faire quoi? Ben, on ne sait pas, pour les soins. Pour les soins, oh mon Dieu. Il était très malade quand il est parti. On l'a opéré? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est comme ça qu'on joue avec la République. Observez tous les dossiers qu'il y a eu, que ce soit les 100 jours, que ce soit les 15 millions de pétroliers, que ce soit les gelous, les 0,3, tout ce que vous voulez. Tout l'argent qu'on dit être parti là. Alinguet est là en train de faire son travail. Aujourd'hui, Alinguet est aussi diabolisé et tout ça. Les gens sont en train de crier qu'il ne fait pas bien son travail. Il y a encore un autre dossier avec la Gécamine. Là, c'est compliqué. Oui. Alinguet est cité dans plusieurs dossiers. Oui. D'abord, Alinguet, il a fait un travail. On ne peut pas le contester. La question est, à quoi ce travail a-t-il abouti? À combien de fois le seul procès qui a eu lieu, que nous avons tous vécu en direct ici, de 100 jours, le seul procès condamné à 20 ans, appel, condamné à 13 ans, c'est-à-dire des peines très lourdes. Et puis, on tombe malade. On va à Paris. Quand on vient de Paris, on est acquitté. C'est-à-dire que je n'ai jamais rien eu. On devient ministre, puis Premier ministre et même président de l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous quelque part on se respecte? Les valeurs, madame. Tant qu'il n'y a pas de valeurs dans ce pays, est-ce qu'avec tout ce que vous avez entendu parler là, qui est arrêté? Qui est en prison? Personne. La justice ne fait pas bien son travail. Peut-être avec Constant Moutamba, il y aura des changements. J'espère il commence déjà à sortir ses griffes. Vous voyez, il a même porté plainte contre Nanga, tout ça. Voilà, est-ce que ça va aboutir? Oui, c'est bien, mais c'est très bien qu'il permette qu'on puisse rouvrir certaines... Il sera jugé, condamné, Nanga, puisqu'il est absent, il sera jugé, condamné par contumace. Oui, mais les dossiers que nous avons ici, nous avons parlé de nous avons parlé de tout ça. Tous ces dossiers-là, est-ce que c'est intérêt? Si ce n'est pas intérêt, il faut les ouvrir. On a besoin de procès. Ça aide à redonner confiance à notre justice. Sinon, c'est une justice à la tête du client. Celui-ci a critiqué, il n'a pas respecté le président, on arrête, on met au niveau pendant 5 ans, 7 ans. Ça, c'est plus important que la République elle-même. Donc, tout ça, il faut corriger. Il y a ça. Notre loi ne souffre pas des textes, hein. Il y a les textes, mais c'est l'application qui pose problème. Un problème au niveau du leadership, au niveau de l'engagement. Je ne sais pas, mais à moins que peut-être que j'étais absent, mais combien de fois avez-vous vu le président de la République s'adresser à son peuple? Lui parler directement, lui parler, poser les problèmes, le stimuler, l'encourager. Il n'y a pas. Alors, qui va le faire à la place? Vous avez un ministère de communication qu'il faudrait d'ailleurs supprimer. Ministère de... Le porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement, oui, communication et médias, avec Patrick Mouyaya. Il faut supprimer ça. Il faut supprimer pourquoi? Il faut supprimer ça, madame. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas bien son travail? Parce que tel que c'est fait, c'est un ministère de démobilisation.
On a besoin de ministères. On a besoin de ministères de mobilisation. Des démobilisations, comment ça? Expliquez-vous un peu rapidement. Je m'explique rapidement. Comme moi, vous avez entendu, on attaque Bunagana, notre troupe recule. Oui. M. Mouya vient à la télévision, il dit c'est un repli stratégique. Il y a toujours des replis stratégiques, des replis stratégiques, des replis stratégiques. Alors la contre-offensive viendra quand? On a cité le Rwanda et non l'Ouganda. Et pourtant, le rapport des experts des Nations Unies a ajouté l'Ouganda, mais le ministre... Nous savions tous que l'Ouganda était là. Il a dit que c'est le Rwanda et non l'Ouganda. Il a exclu l'Ouganda. Alors, comment voulez-vous qu'un tel ministère continue à exister? Tout le monde sait ça. Depuis toujours que l'Ouganda nous fait la guerre. Alors, on va faire entrer notre pays dans l'EAC. On justifie des décisions aberrantes. Et donc, on a été ministère. On doit le remplacer. Si vous avez la MOPAP, il faudrait presque un ministère de la MOPAP. Un ministère qui va permettre à tous les Congolais, jusqu'au fond du pays, de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, madame, vous avez vos téléphones portables. C'est-à-dire dans le camp des réfugiés, on peut prendre des films, n'est-ce pas? Montrer aux Congolais ce qui est en train de se passer à l'Est pour qu'ils ne soient pas distraits. Montrer comment on maltraite nos concitoyens pour que nous soyons... Il faut se référer aussi aux sources officielles, hein, comme c'est ça que a demandé à tous les journalistes, à tous les médias de se référer. Je pense que c'est une grosse erreur, grossière erreur. Je pense parce qu'il y a aussi le mensonge, mais c'est comme ça. Alors, ça veut dire que finalement, je m'interroge, c'est ça qui travaille pour qui? Il travaille pour le Congo ou bien il travaille pour des forces étrangères? Parce que si on doit attendre admettre la version officielle que Bunagana c'était un repli stratégique, et que nous devions accepter ça, et que le CESAC soutient que c'est ça, c'est vrai ça, alors ils font partie du complot. Parce que le complot consiste à nous endormir pendant que les autres avancent. On prend une décision pour dire que voilà, on fait une trêve. Oui. Et nos, ça a été prolongé et nos institutions soutiennent ça. On fait la RDC y adhérer. Oui, mais on y adhère pendant que c'est sur notre territoire que ça se passe. Avec les territoires qui sont occupés. C'est une trêve humanitaire en fait. Humanitaire même, je dirais. Alors ces gens sont sur notre territoire. Le Rwanda, l'armée rwandaise est sur notre sol. Et on fait la trêve chez nous. Pendant qu'ils occupent notre territoire. Alors que je suis convaincu que si on peut mobiliser, déposer dans le coin 50 000 militaires, nous en avons plus de 150, ce n'est pas un problème, 50 000 militaires congolais. Nous pouvons troquer certains gisements miniers contre les armes auprès de tous les pays qui fabriquent des armes. Il s'agit de notre vie. Nous ne mangeons pas le coltan, nous ne mangeons pas le chrome, le nickel chrome. Nous pouvons troquer certains de nos gisements pour avoir les armes les plus sophistiquées. Et déployer là-bas au moins 50 000 militaires. Nous pouvons sécuriser. Mais nous blaguons. Vous voyez, on a fait le gouvernement. Nous-mêmes, on peut trouver des solutions. Il est toujours de demander aux États-Unis. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On a le moyen. On dit que le Rwanda. Oui, mais les moyens, nous marchons sur les moyens, madame. Quel est le pays qui n'est pas intéressé par le cobalt, par le coltan, par le cuivre, par le Donc c'est une question d'organisation. C'est un problème. C'est un problème. Et nous retombons sur nos pattes, comme on dit. Si on avait des vrais partis politiques qui pouvaient faire pression sur le gouvernement, qui pouvaient faire pression sur le président de la République, parce que sinon, il reçoit des pressions de l'extérieur et il cède aux intérêts de l'extérieur pendant que les intérêts du Congo sont sacrifiés. On fait un gouvernement. Donc le président doit agir. Pendant que nous sommes en guerre, on fait un gouvernement, on met un civil ministre à la Défense. Il faut mettre un général. Oui, mais il faut être en général. Je ne sais pas quelle expérience militaire l'ancien ministre a, mais il faut un général là-bas. Il faut un général là-bas, quelqu'un qui comprend ce que c'est et qui peut donner des idées. On dit qu'on est infiltré. Ça fait autant d'années qu'on est infiltré. Qu'a-t-on fait pour exfiltrer? Il y a eu même un coup d'État manqué. Hein. On a fait quoi pour exfiltrer? On a fait quoi? S'il faut mettre tous les généraux à la retraite pour pouvoir repartir. Peut-être que le président est en train de trouver des solutions. Il y a des conseils de sécurité à chaque fois. Peut-être on ne peut pas le dire comme ça parce que l'armée aussi ne communique pas. Mais vous, comme moi, vous avez besoin des résultats. Ce qui m'importe. L'armée ne dit pas tout, c'est stratégique. On peut pas, ce sont des questions sécuritaires. Ce n'est pas le nombre de réunions qui importe. Ce qui importe, c'est on a trouvé quelle solution. On veut voir que on a réactivé le centre de formation des commandos de Kotakoli, que chaque mois on forme là-bas des jeunes commandos, des parachutistes. On veut voir à l'aéroport d'Indili 10, 15, 20 avions de chasse là-bas. Nous pouvons les troquer, nos minerais contre les avions, on les aura.
nous pouvons avoir des lance-roquettes, avoir toutes ces choses là-bas. On doit faire peur aussi au Rwanda quand même. Hein. Le Rwanda se prend pour, je ne sais pas... Non, ne nous préoccupez pas de le Rwanda. Oui. Je dis encore une fois que ceux qui ont fait la guerre, c'est les pays que moi j'appelle les pays de l'axe du mal pour nous. C'est la France, c'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne. Qui sont derrière mais ceux qui les tireurs de ficelle. Mais ce sont eux qui nous font la guerre. Le Rwanda, les dirigeants rwandais sont des mercenaires. Bien, d'accord. En tout cas, merci. Hein, merci pour vos suggestions. Hein. J'espère que le message est passé, que le chef de l'État va quand même faire quelque chose par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est du pays qui demeure toujours préoccupante. Hein, donc, c'est ceux qui s'impliquent pour remettre l'UDPS debout. Oui. Par rapport à cette crise, est-ce que vous n'estimez pas que cette crise peut impacter la gestion du pays en déstabilisant le président de la République? Et nous allons nous dire au revoir. Oui, mais qui s'implique qu'on remette l'UDPS debout? C'est tout. Qui s'implique, s'il s'implique, si Kabouya est là, c'est parce qu'eux l'ont mis là-bas, n'est-ce pas? Qui s'implique, qu'on fasse un congrès de refondation. On va mobiliser tout le monde, on va repartir cette nouvelle base, c'est tout. Mais il faut qu'il s'implique. Le président doit s'impliquer. Il doit s'impliquer, oui. Coûte que coûte. Pour qu'il y ait un peu de l'ordre. Alors on ramène l'UDPS debout et il en sera le principal bénéficiaire parce qu'enfin, on va commencer à dire du bien de l'UDPS, il aura une force politique sur laquelle il peut compter, n'est-ce pas? C'est d'abord ça. Donc, les présidents doivent s'impliquer, donc Augustin Kabouya doit partir. Vous êtes pour le départ d'Augustin Kabouya? Ça, c'est pas un problème. D'abord, Kabouya n'a pas sa place, mais je veux dire que c'est pas moi de décider. On attend le nom de Jacques Tshisekedi aussi. C'est le Congrès qui doit décider. C'est le congrès, il faut un congrès. Congrès de refondation, après avoir revu nos textes, avoir mis sur pied nos bureaux politiques. Merci beaucoup. C'est à ce moment-là que quiconque a de l'ambition peut se manifester. Et si on le soutient, il devient. Moi, je n'ai d'exclusif sur personne. Merci beaucoup, Corneille Mulumba, pour votre contribution. En tout cas, merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Et ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau des Tac au Tac. Tout le plaisir est pour moi, madame. Merci beaucoup. Cette émission est terminée, madame, monsieur. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.